députés, monsieur le vice-président du conseil départemental, madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs les élus, mesdemoiselles et messieurs les jeunes élus, mon colonel, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs, chères voisines, chers voisinets. Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle lançait un formidable message d'espoir au peuple français au cœur de la nuit. Edmond Rostand disait « C'est la nuit qu'il est beau de croire la lumière ». Et en ce jour, du 18 juin 1940, de la lumière s'en allant dans l'ombre, il appelait les Français à refuser la défaite et à poursuivre la guerre par tous les moyens. Notre pays, humilié par l'occupant nazi, avait déjà dans son cœur un mot, résistance. Le 18 juin 1940, les Français ont découvert un nom, emblème de la résistance, De Gaulle. Cet homme, en ce 18 juin 40, n'était pas seul, il était le premier. Il n'allait pas tarder à être rejoint par celles et ceux qui étaient animés par le même désir de voir notre nation libérée du joug de l'occupant. Pour des millions d'hommes et de femmes, le combat ne faisait que commencer. L'armée des ombres était en route avec comme arme absolue la foi en la liberté. Combien de soldats dans la clandestinité ont payé par le sacrifice suprême de leur vie cette liberté que nous goûtons aujourd'hui. Leur courage face à la torture et face à la mort planifiée des camps de concentration a fait d'eux des héros, modèles d'abnégation pour nous tous. Rendons hommage à ces résistants qui ont retrouvé avec le général de Gaulle l'espoir et l'honneur. L'appel du 18 juin constitue l'avant-garde d'une certaine idée de la France, avant notre Constitution, une idée de la République et de ses valeurs. Au-delà des clivages partisans, nous sommes tous les héritiers de cet appel du 18 juin. Nous sommes tous héritiers d'une France capable du meilleur, fidèle à son histoire, à ses racines, à sa culture, une France audacieuse et solidaire qui surmonte ses peurs et se dépasse pour aller de l'avant. Souvenons-nous tous ceux qui se sont sacrifiés afin que la paix renaisse au nom de la liberté. Venus de nombreux continents, ils ont entendu cet appel et se sont battus dans les rangs de la France libre avec la même ardeur et la même détermination pour terrasser la barbarie nazie comme s'il s'agissait de leur propre nation. Au fronton de la crypte du Mont Valérien, où reposent les corps de combattants, une inscription est gravée. Nous sommes ici pour témoigner que de 39 à 45, ces fils ont lutté pour que la France vive libre. Au-delà de cet appel qui a rendu le général si célèbre, je tiens à rendre également hommage à cet homme public qui a consacré sa vie à la France. J'ai vu pendant 10 ans un homme assailli. Je viens de voir un homme livré depuis des mois à une vocation de solitude. Des heures par jour écrivant, raturant, il travaille à espérer. Ce témoin oculaire, c'est André Malraux. Le 11 décembre 1969, l'ancien ministre de la Culture rend visite au général à la Boisserie, à Colombelles et Deux-Églises. La conversation s'engage, puissante, profonde. Malraux retranscrit la seconde partie du Miroir des Limbes avant de la publier dans un volume à part des chaînes qu'on abat. J'ai relevé quelques phrases clés qui me semblent éclairer l'histoire de nos institutions et donc forcément un peu leur avenir. Que dit le général? Que les pouvoirs publics ne valent, en fait, que s'ils reposent sur l'adhésion confiante des citoyens. Que le rôle des institutions consiste à préserver le crédit des lois, la cohérence des gouvernements, l'efficience des administrations, le prestige et l'autorité de l'État. Il ajoute en plus, loin que les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires doivent être nettement séparés et fortement équilibrés. Les Français aiment la Ve République, parce qu'elle est un legs, l'œuvre d'un homme qu'ils admirent, parce qu'elle a permis à toutes les sensibilités républicaines, à toutes les générations d'exercer pacifiquement, sereinement le pouvoir.
parce qu'elle correspond à un peuple qui aime à la fois l'autorité et la liberté, parce qu'en regardant ce qu'il se passe ailleurs en Europe, les Français se rendent compte que notre pays ne connaît pas de vacances du pouvoir, qu'une fois les élections gagnées ou perdues, les choses sont claires et les majorités cohérentes. C'est pour ça que dans ces discours qui incarnent à la fois le malheur et l'espoir de la nation, la tragique grandeur de notre histoire, résonne encore la voix du général qui, en 1958, aimait se répéter « Mon cher et vieux pays, nous voici une fois de plus ensemble dans l'épreuve. Ainsi, parfois, l'histoire remplace la politique. » Ainsi, parfois, se noue un lien singulier entre les hommes et les femmes pour lesquels l'avenir de la France n'est pas une affaire de système, ni de clan, mais une affaire de confiance et de fraternité pour lequel nous aspirons tous. Avant de conclure, et pour perpétrer ensemble l'œuvre du général de Gaulle, dont le départ fut ce 18 juin, je citerai Jean d'Ormesson. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Pour le général de Gaulle, vive la République et vive la France. Je vous remercie de votre attention. Et je vais céder la parole à Madame Frédérique Sauveau, adjointe au maire, pour la lecture du message du secrétaire d'État. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, elle ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Ce 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les mots irrévocables sont prononcés. Un officier inconnu du grand public, en rupture de banc, ancien membre du gouvernement, sans armes ni troupes, sans bagages ni logistique, démuni du tout les forces juridiques de l'État de la France, conclut son appel par ces deux phrases. Elle résonne, aujourd'hui encore, dans notre mémoire nationale. Cet appel, bref, puissant, isolé, est celui d'un naufragé de la débâcle qui ne se résigne pas, celui d'une parole d'espérance dans les heures sombres. Alors que la défaite était frissonnée, il avait œuvré pour éviter l'abîme, que l'esprit d'abandon triomphait jusqu'au sommet de l'État, le général de Gaulle quittait le sol national pour porter la voix de la lutte contre la restauration, du patriotisme contre l'asservissement, de la résistance contre le pouvoir. Le premier nom était posé, l'autre d'un sursaut, les couleurs étaient hissées et les glaives ramassées. C'est un souffle de France qui franchissait la mort. Les derniers mots de cette guerre n'étaient pas dits. Toute lueur n'était pas éteinte. La défaite n'était pas définitive. Les armes qui avaient submergé nos armées pouvaient forger la victoire. Il exhortait au règlement et à la poursuite du combat. L'appel du 18 juin est l'étincelle d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Elle a permis d'arracher la France à la défaite et à l'humiliation, de la maintenir dans la guerre pour lui faire tenir son rang, d'organiser un gouvernement qui, la victoire venue, ramena la République sur l'ensemble du territoire. Les premiers Français libres n'ont pas tardé à rejoindre l'autre. Peu nombreux, certes, mais les pionniers de la liberté furent au rendez-vous de l'honneur. Les obstinés vaillants, les passionnés intrépidés, les patriotes ardents, les réfractaires à la servitude, les radios-navigants de Saint-Jean-de-Gély, les objecteurs de Saint-Jean-de-Luz, les marins de tous les saints. Au fil des années, cette légion de l'honneur nourrit des femmes et des hommes qui rejoignirent la Croix de Lorraine à porter les armes de la France et ignorer les projets de l'Utilité. La nation rend un hommage significatif devant leur héroïsme. L'esprit de résistance et la foi dans l'espérance nous accompagnent toujours. Ils ont permis de relever un pays martyrisé, brisé et divisé. Cette certaine idée de la France, chère au général de Gaulle, est notre héritage. Il nous appartient dans notre vie. Je cède la parole à mademoiselle Rousseau, du Conseil municipal des jeunes, pour l'appel du 18 juin. Les chefs, qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi, infiniment plus que leur nombre. Ce sont les chars
les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, croyez-moi, moi qui vous parle, en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire un bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de nos malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec nous. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Merci pour ces interventions. Je vais vous demander de faire une minute de silence et ensuite nous déposerons les gerbes tour à tour et nous irons nous recueillir devant le monument aux morts. Merci. Je vais inviter donc les conseillers municipaux jeunes à remettre la gerbe avec, au nom du conseil municipal et de l'amicale des anciens combattants, dont je tiens à excuser le président qui n'est pas là aujourd'hui. Je vais inviter les conseillers départementaux à déposer leur gerbe. Merci, et je vais inviter Madame la députée à déposer sa gerbe. Et si la logistique le permet et le veut bien, est-ce que nous pourrions avoir la Marseillaise? La cérémonie d'hommage au 18 juin et au général de Gaulle
touche à sa fin. Je vous remercie toutes et tous de votre présence.